Plus de 3000 personnes soulagées d'un problème d'accès à l'eau potable. Ça se passe dans la commune rurale de Zambougou-Zoumeira, 25 km de la ville de Ségou. Et c'est le chef du gouvernement, dans le cadre des œuvres sociales de la primature, qui dote ainsi la localité d'un système hydraulique villageois amélioré. Manifestation de joie et d'émotion était au rendez-vous de la mise en marche de la borne Fontaine. Animaux en divagation, Bamako peine à trouver la solution malgré l'existence d'une loi qui interdit ce acte. Bœufs, moutons, ânes et chevaux, j'en oublie volontiers, la capitale des Trois Caïmans offre une image de désolation car on se croirait bien en pleine campagne quand on y regarde de plus près. Boubacar Kanouté s'attaque au phénomène ce soir, c'est le grand format de ce journal. Nous allons faire un tour dans la région de San avec son gouverneur, le colonel Ousmane Sangaré. La 17e circonscription administrative du Mali est sur de nombreux chantiers qui ont pour nom opérationnalisation de la vingtaine de directions régionales des services publics et renforcement des capacités opérationnelles des forces de l'ordre et de sécurité. Drissa Kone et Seydou Kamena sont nos correspondants sur place. Sport football, une soirée de suspense, le championnat d'Afrique des Nations, le CHAN Algérie 2023, le Sénégal champion avec Siragatou Cissé, on en parlera en fin d'édition. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous suivre. Direction à la 4e région du Mali, précisément à la commune rurale de Zambougou-Zoumeira, à 25 km de la ville de Ségou. Le Premier ministre donne l'espoir d'une vie meilleure à plus de 3000 personnes. Shogel Kokala Maïga les soulage de problèmes d'accès à l'eau potable. La localité vient d'être dotée d'un système hydraulique villageois amélioré. L'infrastructure s'inscrit dans le cadre des œuvres sociales de la primature et c'est le chef du gouvernement en personne qui a mis ce matin en marche la première borne Fontaine, nous disent nos envoyés spéciaux Fosseini Tunkara et Aruna Djara. Le manque d'eau potable empêchait ce village de contracter des liens de mariage avec des villages voisins. Des témoignages parmi tant d'autres qui montrent à quel point la souffrance était grande sur les populations de Zambougou due au manque d'eau potable. Avec beaucoup de peine, un autre habitant nous confie qu'il leur fallait en moyenne 17 mètres de cordon pour puiser de l'eau dans les puits. Ces souffrances appartiennent au passé depuis ce tour de robinet du Premier ministre chef du gouvernement. Le geste marque l'inauguration d'un système hydraulique villageois comprenant un forage, un château d'eau et un champ solaire de 1600 watts crête. Ainsi, les 3 quartiers de Zambougou bénéficient des œuvres sociales de la primature comme d'autres localités dans la région de Ségou. Le travail que nous faisons aujourd'hui, c'est un travail d'une génération. La génération actuelle a un devoir, c'est de faire en sorte que le peuple malien, qui a été trahi, humilié, qui était malade, qu'on puisse le guérir, le faire asseoir, le tenir debout, le faire marcher, le faire courir dans la tête de don des nations africaines et du monde. Il s'agit en fonction d'une ligne. Qui trace cette ligne-là? C'est le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. L'armée, c'est la colonne vertébrale de la nation. Tant que l'armée tient, le peuple tient. Si l'armée est cassée, il n'y a plus de pays. Avant de procéder à l'inauguration, le chef du gouvernement, comme le veut la tradition malienne, a rendu une visite au chef du village de Zambougou, à qui il a transmis la sympathie du président de la transition. Satisfait de la marque de considération, le village a remis des cadeaux au chef du gouvernement, dont nous retenons un sac plein de haricots qui a été accepté volontiers. Et je vous propose d'écouter à présent le chef du gouvernement. Il est au micro de Alousseinou Touré et Aliou Touré. Le travail qu'on fait chez vous aujourd'hui, d'où est-ce qu'il vient? En 2021, on a supprimé les voyages des ministres. On a coupé les carburants. On a supprimé même certaines missions à l'intérieur. On a économisé 100 milliards du budget de l'État. Sur les 100 milliards,
nous avons donné 50 milliards à l'armée. Parce que je vous ai dit que l'armée, c'est la colonne vertébrale de la nation. Tant que l'armée tient, le peuple tient. Si l'armée est cassée, il n'y a plus de pays. C'est ce qui avait eu le Mali. Après, on a ajouté 20 milliards. 70. Maintenant, le reste, qu'est-ce qu'on en a fait? Le président a dit, après l'armée, la priorité du gouvernement doit être les gens minouillés en Bamana, les pauvres, les villages, les difficultés que les gens ont. Allez-y les retrouver, réglez-les d'ici la fin de la transition. Donc, on a donné une partie à la primature. Nous avons dit qu'on ne va pas chercher trop loin. Comment les utiliser? Le président a donné des indications. Lui-même, il a renoncé à une partie, grande part, 2/3 de ses fonds de souveraineté pour faire des forages partout. Nous aussi, nous avons demandé au gouverneur, depuis Menaka jusqu'à Kaï, quelles sont les préoccupations des populations. L'eau, les handicapés, les malades. Donc j'ai demandé au cabinet de mettre tout ce montant dans ces 3 choses. Et il y a 146 forages à travers le pays. C'est donc l'un de ces forages qui est inauguré aujourd'hui. Certains ont pensé que c'est la première fois. En réalité, il y a beaucoup d'autres localités. Ça, c'est un symbole. C'est pour que les gens voient et ils espèrent. Il y en a même qui pensent, oui, le Premier ministre, il fait comme le président. Mais on fait comme lui, c'est notre président. C'est normal qu'on fait comme lui. C'est pour cela que j'ai dit l'autre jour à l'Union africaine, vous l'avez bien entendu, je leur ai dit que dans un pays, pour qu'un gouvernement soit légitime, il ne suffit pas de dire qu'il a été élu. Un gouvernement qui ne peut pas assurer la sécurité de sa population, il ne peut pas être légitime. Donc pour qu'un gouvernement soit légitime, il faut d'abord qu'il assure la sécurité physique de ses citoyens et de ses biens. Quelle que soit la façon dont il vient. Il faut qu'il assure la sécurité alimentaire, que les citoyens puissent manger. Qu'il assure la sécurité sanitaire, qu'ils puissent les soigner. Qu'il assure la sécurité éducative, qu'ils puissent s'éduquer, comprendre le monde. Et enfin, que les citoyens puissent faire l'aller-retour sans problème, les infrastructures. Un gouvernement qui ne peut pas faire ça, il ne peut pas être légitime. Et Assimi Goïta a décidé que la transition doit être un gouvernement légitime. Pour qu'à la fin de la transition, tous les Maliens se disent, ces femmes et ces hommes qui ont dirigé la transition, ils ont fait de leur mieux. Dieu est témoin, mais ils ont fait de leur mieux. Partons en Guinée où séjourne depuis hier vendredi le président du Conseil national de la transition. Le colonel Malick Diao répond à une invitation de son homologue à participer aux festivités de l'an 1 du CNT de la Guinée. La délégation malienne mettra également ce jour à profit pour parler des défis communs comme la lutte contre le terrorisme et la bonne marche de la transition dans nos 2 pays. Envoyés spéciaux, Bourama Traoré, Seydou Sissoko. C'est une session spéciale avec un invité spécial, le président du Conseil national de transition, le colonel Malick Diao, en Guinée pour parler de la refondation de l'État. Car l'expérience malienne fait tout simplement un cas d'école. Le Mali et la Guinée, 2 pays liés naturellement par l'histoire et la géographie, et partagent aujourd'hui la même vision, celle de mener des réformes profondes afin d'asseoir le processus démocratique sur de nouvelles bases beaucoup plus solides. Tout d'abord, permettez-moi de remercier les autorités guinéennes pour cette invitation adressée au Mali, mais également à tous les conseils de transition. Et aujourd'hui, je suis vraiment très ravi de remercier son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, le colonel Doumbouya, pour sa vision éclairée qui nous a vraiment permis de continuer avec notre mission parlementaire. Outre le président du CNT, ses homologues du Tchad et du Burkina Faso seront également du rendez-vous de Conakry, avec une volonté commune et affichée, celle de cheminer ensemble pour réussir la rectification institutionnelle. Nous venons pas seulement pour le côté festif, mais aussi dans un cadre d'échange, de renforcement, afin de retourner vraiment avec beaucoup d'expérience, que ce soit du côté guinéen ou du côté
tchadien comme du côté burkinabé, pour que nous puissions trouver une solution aux différents défis tout en jouant notre rôle. C'est ce dimanche que se tiendra la session spéciale au siège du Conseil national de transition de Guinée, une session dont les conclusions serviront de boussole pour les 3 pays afin de réussir la mise en œuvre des différentes réformes. Ici à Bamako, fin les travaux de 5 jours du séminaire international politique et projets novateurs en Afrique en matière d'autonomisation des femmes et des jeunes et les violences basées sur le genre. Batraouri, reportage. Après 5 jours de débats francs, le séminaire international de haut niveau sur les politiques et projets novateurs en Afrique en matière d'autonomisation des femmes, des jeunes et sur les violences basées sur le genre boucle ses travaux. Au-delà des bonnes pratiques partagées, des recommandations pertinentes ont été formulées pour chacune des thématiques présentées. Par exemple, s'agissant de l'autonomisation des femmes et des jeunes, il s'agit de créer et de structurer les plateformes de commercialisation des produits entre les acteurs. La rencontre de Bamako recommande aussi la multiplication des centres de formation professionnelle. L'Eureka FEVEC, projet de renforcement des capacités des femmes vectrices de changement pour une paix et un développement inclusif au Mali, est bien apprécié par l'ensemble des participants. Ces derniers demandent donc de faire la réplique dans les autres pays du Sahel, surtout ceux en transition. Je voudrais que chacun d'entre nous fasse sienne ces recommandations pour éviter que cette rencontre ne soit une énième rencontre du genre qui ne produit aucun effet sur l'autonomisation des femmes et des jeunes, mais surtout sur la prévention et la lutte contre les violences basées sur le genre. Cette rencontre de Bamako respecte la vision des autorités, à savoir une implication accrue des femmes et des jeunes au processus de développement. Je profite pour exprimer l'engagement de mon département à faire le suivi des résultats de ce séminaire, notamment la mise en œuvre des recommandations. Je ne ménagerai aucun effort afin qu'elles soient exécutées avec la collaboration soutenue entre mon département et l'équipe de coordination du projet Eureka VEC. Un document de capitalisation comprenant les recommandations du séminaire sera préparé par l'équipe de capitalisation et de production de documents finaux du projet Eureka VEC. Après consultation et impression, ce document de compilation des bonnes pratiques fera l'objet d'un large partage avec les partenaires nationaux et internationaux. Le séminaire international de haut niveau de Bamako est organisé grâce au soutien financier de l'ambassade de Norvège au Mali. Brevet d'armes pour 28 soldats stagiaires après 45 jours de formation. C'est au camp Fort Cheikh Bécaye de Tombouctou. Idrissa Goulou Sissoko, reportage. 45 jours durant, ces 28 soldats stagiaires ont participé à la formation du brevet d'armes 1 et 2 au centre d'instruction du camp Fort Cheikh Sidi Bécaye de Tombouctou. Selon le responsable de la formation, ces soldats sont aptes à être des chefs au regard des modules qui ont suivi pendant la formation. Le programme était axé autour des 4 domaines, à savoir l'entraînement physique militaire, la formation militaire générale, la formation opérationnelle et enfin les connaissances spécifiques d'actualité, articulées sur 3 modules, l'initial, l'intermédiaire et le final. Et voyez en vous dorénavant des professionnels, car vous avez été instruits en ce sens. Vous allez très prochainement être affectés à de nouvelles responsabilités que vous devez à même de remplir pleinement pour répondre aux impératifs du moment. Pour la porte-parole des stagiaires, les objectifs de la formation ont été atteints car ils sont désormais outillés pour faire face à leur mission sur le terrain. Après la revue des troupes, le colonel commandant la région militaire numéro 5 signifiera aux soldats que cette formation est une volonté des plus hautes autorités de la transition d'outiller les hommes en vue de les permettre d'être dans les meilleures conditions physiques et intellectuelles pour accomplir efficacement leur mission. C'est encore un grand jour parce que ces formations participent du renforcement des capacités telles que voulues par les plus hautes autorités et la hiérarchie militaire, qui ont décidé régulièrement d'organiser ces formations classiques pour que les FAMA soient de plus en plus opérationnels et faire face aux défis sécuritaires qui nous attendent sur le terrain.
Les stagiaires ont reçu des attestations de fin de formation ainsi que leurs formateurs. Aussi, les responsables militaires ont eu des échanges directs avec les soldats autour de leurs préoccupations avant un repas de corps. Les questions liées aux effets des changements climatiques au cœur des débats du festival sur le Niger. Retrouvons nos envoyés spéciaux à Ségou, Cheikh Oumar Sangaré et Oumar Traoré. Durant 3 jours, les participants au colloque de Ségou se sont penchés sur le thème principal du festival sur le Niger 2023, à savoir patrimoine et créativité. Cela à travers plusieurs sous-thèmes dont patrimoine et tourisme, les enjeux de la restitution des œuvres du patrimoine africain, la circulation des œuvres, mobilité et résilience des artistes, art, culture et changement climatique, enjeux et perspectives. En tant que festival, nous sommes les plus grands pollueurs. Quand vous regardez 2 jours à la fin d'un festival, il y a tellement de déchets. On s'est dit que c'est le lieu de proposer, de travailler sur des stratégies pour gérer les effets des déchets, mais aussi travailler sur la consommation de l'énergie, parce que les festivals consomment beaucoup de courant. Chaque 2 ans, le colloque de Ségou porte les débats sur les défis de notre société en mettant en contribution l'intelligentsia dont des chercheurs, des créateurs, des philosophes, des scientifiques et autres décideurs. Cette plateforme unique constitue une opportunité extraordinaire pour le Mali, afin de rebondir pour se hisser au firmament des nations. Pour preuve, la qualité des échanges et des conversations créatives et scientifiques lors des tables rondes durant ces 3 jours est édifiante. Mesdames et messieurs, nous saluons vivement les sacrifices consentis par la Fondation Festival sur le Niger, qui de nos jours est l'un de ces rares festivals qui se maintiennent et qui aident le Mali à résister face à d'autres défis tels que celui du changement climatique. Le colloque a pris fin par le vernissage de l'exposition intitulée Vestiville Maya Blo que la Fondation Festival sur le Niger avait présentée à Castel en Allemagne en juillet dernier lors de Documenta 15. Animaux en divagation ou en errance, Bamako peine à trouver la solution malgré l'existence d'une loi qui interdit cette situation. Bœufs, moutons, ânes, volailles et chevaux, j'en oublie volontiers. La capitale des 3 Caïmans offre une image de désolation car on s'écroirait bien en pleine campagne quand on y regarde de plus près. La population dépassée par la situation a finalement baissé les bras, indifférente et inactive. Boubacar Kanouté s'attaque au phénomène ce soir. C'est le grand format de ce journal. Suivons ensemble. La divagation des animaux est une réalité dans la capitale malienne avec son lot de désagréments. Tous déplorent cette situation et les sources d'accidents souvent soldées par la mort d'hommes. Elle s'accentue d'année en année. Les fourrières qui existaient aux premières heures de l'indépendance ont toutes disparu. Aujourd'hui, Bamako ne dispose que 2 fourrières de fortune situées en commune 1 et en commune 4 du district, ce qui rend la tâche de plus en plus difficile selon les spécialistes. Elle est érigée dans le contexte d'amener les animaux en divagation. Tous les animaux qui se trouvent en divagation doivent être mis en fourrière, la mairie de la commune 4. S'il y avait des animaux, même tout récemment, avec l'arrêté du gouverneur, le gouverneur a pris une décision. Et il a mis en place une équipe. Il y a les vétérinaires, la direction, les agents de la DUBOP et l'agent de la police qui se trouve au gouvernorat. Donc ils viennent dans le district de Bamako. Ils amènent les animaux qui se trouvent en zone, principalement les ânes. Les 2 fourrières qui sont dans le district de Bamako, soi-disant fourrières, vous voyez, ce n'est pas aménagé comme une fourrière digne de ce nom. Moi, personnellement, j'ai passé par la commune 3 où on a essayé de faire la fourrière, mais on n'a pas eu d'espace. Cette fourrière date de 2016. Elle est née avec l'arrivée de cette équipe, l'équipe qui est en place présentement. Et cette équipe a même recruté des agents, des contractuels pour uniquement lutter contre la divagation des animaux sous la supervision de mon service, la DIBOP, qui est quand même le service indiqué, qui a pour mission première d'ailleurs de lutter contre la divagation des animaux à Bamako. Ces animaux errants propagent certaines maladies au sein des populations. Un facteur
d'expansion des maladies, ce qu'on appelle les maladies zoonotiques, des maladies propres des animaux, propres aux animaux et aux humains. Je parle de la rage, je parle du charbon, je parle de beaucoup d'autres maladies zoonotiques. Les conséquences sont énormes, vraiment énormes. Les chiffres, c'est énorme. Si les équins, ça peut, dans le district de Mao, ça peut aller jusqu'à plus de 500 à 800. 800, bon, pour les bovins et les petits ruminants, c'est plus que ça. C'est dommage que l'on continue de constater que présentement, avec une agglomération galopante de Bamako, que Nancy a une certaine lâcheté des animaux en divagation. Avant des mesures drastiques pour canaliser ces animaux errants, le cimetière de Nyarela et autres artères de Bamako sont devenus un lieu de déambulation par excellence. Une situation qui interpelle tous. Même devant nos familles, vous allez les voir dans les dépôts d'ordures, comme des chiens errants partout. Vous savez, ce qui est grave aussi, c'est que vous allez même trouver ces animaux à divagation dans nos cimetières. Donc voyez-vous que ça commence franchement à être intenable. Les habitants de Bamako décrivent cette situation rocambolesque qui ébranle leur quiétude au quotidien. Ils assistent impuissamment à cette scène sombre. Ces animaux errants causent énormément de tort aux populations. Ils sont source d'accidents. Nous souffrons vraiment. Les contrevenants s'exposent à une sanction. Il y a des dispositions prises par les plus hautes autorités du pays, mais leur application sur le terrain connaît des difficultés. Si les animaux divaguent sur la voie publique et causent un dommage à la voie publique, les propriétaires sont tenus responsables de ces réparations. Et il faut dire que ces réparations sont traitées aussi par l'article 13 de la dite loi qui dit que sera puni de la peine prévue à l'article 317 du Code pénal tout propriétaire d'animaux en divagation qui aurait causé un dommage à la voie publique. Alors, aussi, ces dommages, la réparation de ces dommages, il y a des peines qui vont des peines d'amende de 20 000 à 200 000 francs et des peines d'emprisonnement d'1 mois à 2 mois de prison ferme. Il faut dire aussi que si un animal ou des animaux en divagation sont source d'accidents impliquant un véhicule à moteur, le véhicule à moteur ainsi que le propriétaire des animaux sont tous responsables de l'accident et sont obligés de réparer au même titre les dommages causés à la voie publique. En clair, peut-on dire que cette situation est la rançon d'une démission collective? Il est temps de prendre les taureaux par leurs cornes avant qu'il ne soit trop tard. En attendant, les animaux dans leur divagation continuent à causer du tort aux citoyens. Je vous amène faire un tour dans la région de San avec son gouverneur, le colonel Ousmane Sangaré. La 17e circonscription administrative du Mali est sur de nombreux chantiers qui ont pour nom opérationnalisation de la vingtaine de directions régionales des services publics et renforcement des capacités opérationnelles des forces de l'ordre et de sécurité. Les choses bougent, donc s'accélèrent, nous confient nos correspondants sur place, Drissa Kone et Seydou Kamena. San, situé à environ 423 km de Bamako, était un gros cercle qui relevait de Ségou. Il fut érigé en région par la loi numéro 2012-017 du 2 mars 2012. Les autorités de la transition, dans un souci de rapprocher davantage les services de l'État des populations, ont nommé le premier gouverneur de San, le colonel Ousmane Sangaré, arrivé à son poste le 28 janvier 2021. De février 2021 maintenant, il y a plus d'une vingtaine des directeurs régionaux qui ont déjà rejoint. Je profite de cette occasion pour saluer les plus hautes autorités qui ont tout mis en œuvre pour que ces différents directeurs soient là sur place. Malgré les conditions un peu difficiles, ils sont tous là et ils ont commencé à travailler normalement.
Du coup, l'économie locale a connu une extension fulgurante plus tôt que prévu. Et la ville n'avait pas suffisamment d'éléments comme ça. Nous avons un GMS. Ensuite, on a un groupement de garde nationale à la date d'aujourd'hui, parce qu'à San, il n'y avait qu'un peloton. En plus de cela, il y a des effectifs qui ont été renforcés au niveau de la gendarmerie et au niveau du commissariat, plus les autres services. La protection civile qui vient de recevoir tout de suite un camion incendie. Et ensuite, il y a les eaux et forêts, il y a l'administration pénitentiaire. Partout, les éléments ont reçu des renforts. Dieu merci, on a pu acquérir le projet d'extension des réseaux électriques dans la ville de San et environ. Et près de 1000 poteaux ont été installés pour vraiment apporter suffisamment d'éclairage, suffisamment de sécurité aux populations. Cela a vraiment ajouté en termes économiques et création d'activités génératrices de revenus pour les populations et surtout pour les femmes. La ville de San a aussi bénéficié d'un projet de bitumage de la route nationale RN6 à l'hôpital catholique Monseigneur Jean-Gabriel Diarra de à peu près 2 km. Cet impact positif, les collectivités territoriales le ressentent à plusieurs niveaux. La dernière rencontre avec l'ANICT s'est tenue à San ici. L'ANICT a fait les déplacements, ils sont venus à San. Et chaque fois, on avait des projets à valider, c'était à Ségou qu'on les validait. Nous, en 2020 déjà, de nos provisions budgétaires qu'on avait fait en termes de recettes, un taux d'exécution de 83%. Donc, si nous prenons 2021, ça a progressé à 93%. Donc, pour le moment, 2022 encore, je suis persuadée que ça aussi, c'est plus que pour 2021. Les restaurateurs ne diront pas le contraire. Tant devenue région nous a vraiment beaucoup apporté à nous les restauratrices. Nous avons beaucoup de clients maintenant, les ONG, la police, le GMS, la gendarmerie, etc. Cette situation appréciée de tous est imputable au climat de paix et de sérénité qui prévaut à San et qui a donné confiance aux populations. À San, aujourd'hui, nous dormons tranquillement. Sans mentir, en réalité, aujourd'hui à San, je peux dire qu'il y a la sécurité. L'économie est liée un peu aux ressources humaines. Pourquoi? Aujourd'hui, il y a beaucoup de monde à San. Et ces mondes, ils sont actuellement à San, on mange ensemble, ils font leurs achats ici, ils louent les trucs ici, donc tout reste à San. Et si nous prenons nos activités, présentement nous sommes dans 3 communes des cercles de San pour la mise en œuvre d'une activité qu'on appelle l'assainissement total piloté par la communauté ATPC. Donc ces 30 villages-là sont encadrés par la DERACPN avec l'appui de nos partenaires. Donc les animateurs sont sur place pour le suivi de proximité. Et tous ces animateurs-là sont recrutés au niveau local. Donc ça permet de promouvoir le recrutement des jeunes pour la promotion de l'emploi de ces jeunes-là. En plus de ces existants, la construction de nombreuses infrastructures de désenclavement annoncées pour 2023 viendra encore booster l'économie locale, déjà solide. La construction du gouvernorat de la région de San, qui est prévue en 2023. En 2023, il est aussi prévu la construction dans les cadres de la sécurité, la construction de quelques brigades de gendarmerie à Benena et à Maniaki. Il y a la construction du camp militaire aussi qui est prévu à San. Il y a la construction du centre de perfectionnement de l'administration territoriale et beaucoup d'autres. Mais attention, tous ces rêves se réaliseront avec l'implication sincère de toutes les communautés sanoises. Comme le disait Jean-Paul Sartre, vouloir c'est pouvoir. Des véhicules remis au ministère de l'Enseignement supérieur par le gouvernement du Canada, la cérémonie de remise avec Adama Traori. Plus d'une centaine de millions de francs CFA, c'est la valeur estimable de ces véhicules remis officiellement au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique par le gouvernement du Canada. C'est là à travers le projet CLE, un projet qui s'inscrit
dans le sens de promouvoir l'enseignement des femmes et des filles en santé au Mali. Avec un budget de 20 968 692 $ canadiens pour une durée de 5 ans. CLE intervient dans les régions de Bamako, Kayi, Koulikoro, Sikasso, Ségou. Nous avons demandé justement des moyens de déplacement à nos partenaires qui nous ont toujours accompagnés depuis 2004. Ces véhicules de supervision sont répartis entre l'Institut national de formation en sciences de la santé, 5, un pour la faculté de médecine et d'odontostomatologie et l'autre pour la direction des ressources humaines, secteur santé et développement social. Nous sommes très honorés ce matin et nous assurons que ces véhicules seront utilisés à bon escient pour améliorer la qualité des services que nous offrons à la population. La représentante du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique manifeste l'engagement du gouvernement pour consolider la coopération entre nos deux pays. Le don de 7 véhicules du gouvernement du Canada à travers le projet CLE cadre parfaitement avec nos besoins du renforcement et les orientations du document de politique nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Cette initiative, d'une durée de 5 ans, est en phase non seulement avec les priorités du Canada, mais surtout avec ceux du Mali, à savoir améliorer la santé et le bien-être des populations à travers la formation des professionnels de santé. La cérémonie a pris fin par une visite guidée des locaux de l'Institut national de formation en sciences de la santé. Les cadres de la sécurité et de la protection civile des régions de Kayi, Kita et Nioro du Sahel, en atelier de renforcement de capacité sur le guide pratique de gestion des crises et catastrophes. Kansutu Kanouté pour les détails. Ils sont une vingtaine de cadres de la sécurité et de la protection civile venus des différents secteurs des régions de Kayi, Nioro du Sahel et Kita pour participer à la session de renforcement de capacité sur le guide pratique de gestion des crises et catastrophes dans la région de Kayi. En 2018, il a été initié par le ministère de la Sécurité et de la Protection civile un projet d'élaboration d'un outil de gestion des crises et des plans d'intervention à travers la mission UCAP Sahel au Mali. Il s'agit du guide pratique de gestion des crises et catastrophes pour prendre en compte les contingences telles que l'extrémisme violent, les inondations, la gestion des crises pré- et post-électorales. À ce jour, le ministère de la Sécurité et de la Protection civile dispose d'un instrument adapté permettant une meilleure coordination entre les forces de sécurité au bénéfice des populations. Toute chose qui est sans nul doute la manifestation de la volonté des plus hautes autorités de la transition. Pour la réussite de ces activités, le département dispose d'un vivier de 27 cadres ayant reçu la formation des formateurs sur le guide pratique et de 18 conseillers à la sécurité et à la protection civile affectés au sein des régions administratives, formés et agissant en qualité de point focal et d'appui à l'organisation des actions de formation au profit des acteurs impliqués dans la gestion des crises et catastrophes. Les résultats attendus à l'issue de ces 5 jours de formation sont entre autres l'amélioration des connaissances du personnel des forces de sécurité maliennes et ceux des comités de gestion des crises, l'application des fiches d'action et des plans d'intervention d'urgence à l'occasion des prochains exercices de simulation grandeur nature, voire des situations d'urgence réelles. Mopti abrite la 2e édition de la bourse régionale aux céréales. Idrissa Keïta nous en parle. Espace d'échange et de transactions entre les zones de production et les zones de consommation, la 2e édition de la bourse régionale aux céréales de Mopti regroupe les participants venus de tous les cercles de la région. Les différentes zones de production sont le plus souvent éloignées des zones de consommation, avec un déficit d'approvisionnement des marchés en céréales de qualité. Les opportunités d'affaires sont assez rares et les échanges céréaliers deviennent assez difficiles. Cette situation peu favorable au développement normal des affaires affecte l'ensemble des activités locales qui participent alors au développement économique global de la région de Mopti. Cette situation exige une meilleure organisation des acteurs du marché. Dans les stands visités, on retrouve les produits variés comme les céréales sèches, les produits de transformation dans les filières porteuses pour l'autonomisation des femmes. Vous aurez droit à des communications spécifiques, suivies des séances d'échange collectifs afin de préciser les défis et les contraintes auxquelles on est confronté dans une logique de proposition de solutions concrètes. La campagne agricole a été marquée par des aléas climatiques qui ont entraîné des pertes
de production. La bourse aux céréales va permettre aux producteurs d'apporter sur le marché de Mopti leur production pour pouvoir approvisionner le marché et fournir à nos populations des céréales à bon marché. Les négociations qui durent 3 jours seront formalisées par le contrat de vente. Notons que cette initiative née de l'expertise de Sud Futur Mali Ségo Yiriwa dans la zone du Delta est pilotée par Amassa Afrique Verte, Caire Mali et Ampro de Sahel bénéficie de l'appui financier de l'USAID. Grand rassemblement de reconnaissance du collectif Baniko Sirako à Massigui, le récit de nos envoyés spéciaux Mohamed Sangaré et Barakou Maïga. Un mois après l'adoption du décret des travaux de bitumage de la route Djoila-Kwale-Massigui en Conseil des ministres, les Banoukois sont sortis massivement pour montrer leur reconnaissance aux autorités de la transition qui ont entendu le cri de guerre des habitants de la localité. Vu l'état du tronçon, c'est une fête qui en vaut la peine. Nous avons organisé ce meeting aujourd'hui pour transmettre nos messages de remerciement à son Excellence le président Assimi Goïta et à son gouvernement. Et maintenant, ce qui peut nous rassurer davantage, ça c'est le commencement des activités. La route nationale numéro 30, dont il est question ici, lorsqu'elle sera bitumée, fera partie, j'en suis sûr, des routes nationales les plus importantes du pays. Le devoir de reconnaissance oblige à célébrer par une fête pour dire merci. Merci à son Excellence Assimi Goïta. Pour les travaux de bitumage de la route Djoila-Kwale-Massigui, le gouvernement va engager plus de 60 milliards de francs CFA pour une durée de 36 mois. La réalisation de cette route va assurer le désenclavement intérieur et extérieur de la nouvelle région et améliorer la croissance économique au grand bonheur de la population. Grand bonheur de la population, il faut préserver la santé également. C'est ce qui nous amène à faire le point Covid de ce 4 février 2023. 4 cas positifs, 1 guéri, 0 décès. Nous avons 6 personnes sous traitement pour vous protéger et protéger les autres. Suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner. Bonsoir à Stila Gatou qui vient de me rejoindre sur ce plateau. Bonsoir Yanya Traoré. Ça va? Ça va, alhamdoulilah. Écoutez, c'est le sport qui nous amène à faire notre 20h tard ce soir avec Chan Algérie 2022. Le trophée de la 7e édition est remporté par le Sénégal au tir au but. 5-4 devant l'Algérie. Oui, jusqu'au bout de la nuit algéroise, Nyanya, jusqu'au bout du suspense, jusqu'au bout des émotions, les Lions de la Teranga du Sénégal ont tenu le coup 0-0 au terme du temps réglementaire et des prolongations. Ils l'emportent finalement au tir au but 5-4 lors de la deuxième séance devant les Fennecs locaux d'Algérie. Le Sénégal devient le 5e pays à inscrire son nom au palmarès de cette compétition réservée aux joueurs locaux après le Maroc, la RDC, la Libye et la Tunisie. La belle ascension du football sénégalais, il faut le dire ainsi. Après la CAN 2021 au Cameroun, le Sénégal retourne au Bercail avec l'or. La fête va se prolonger cette nuit au son du mbalaka dans tout le pays. En guise de récompense, le Sénégal touche le jackpot d'1,2 milliard de francs CFA. Et un clin d'œil, Siragatou, à notre Maliba. On a vu sur les images, Malikoura, ma fierté, c'est un des joueurs qui est d'origine malienne, c'est ça? Oui, certainement, on va vérifier. Merci en tout cas pour ce clin d'œil au Mali. Alors, championnat national de Ligue 1, la 10e journée s'est poursuivie cet après-midi avec 3 matchs. Oui, coïncidence du calendrier, tous les matchs ont eu lieu à l'intérieur du pays. À Bougouni, l'Union sportive de Bougouni a étrié l'US face à 3-0. À Baraweli, l'AS Bakarian est battu à domicile 1-0 par Afrique Football Elite à feu. À Kita, l'Union sportive du cercle de Kita et Yele Olympique se séparent un but partout. Hier, le leader l'AS Royal est tombé 1-0 face à l'AS Police. Le Stade Malien de Bamako et les 11 créateurs de Niarela font jeu égal 0-0. Même score entre Binga FC et le COB. Cette 10e journée s'achève ce lundi avec 2 rencontres. Joliba AC LCBA et AS Black Star de Badala Bougou ASCO.
Alors, c'est tout. Et ce qu'il fallait retenir. Mais écoutez, merci. Nous allons dire un grand merci à tous nos téléspectateurs, particulièrement ceux de Benena, Madjakui et San. Bonsoir à tous.